Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce dernier rendez-vous de l'actu. Alors Christophe et moi-même allons vous présenter donc et questionner l'idée en fait d'un nouveau système de santé. Puisqu'il faut, je cite et je rentre directement dans le sujet, faire de notre système de santé un des piliers de l'État-providence du XXIe siècle. C'est en effet le credo développé par Emmanuel Macron, le président, qui s'inscrit pour les 50 ans à venir. La réforme intitulée Plan Ma Santé 2022 représente ainsi une cinquantaine de mesures qui entendent reconfigurer durablement notre système de santé à l'horizon du quinquennat. Mais alors, qu'est-ce qu'un système de santé ? Eh bien, notre système de santé, selon l'OMS, est l'ensemble des organisations, institutions, ressources et personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé. Mais alors, pourquoi un nouveau système de santé alors que notre système est un des plus performants au monde, avec, on le rappelle, une espérance de vie à 82 ans ? Eh bien, parce que ce système de santé rencontre de nombreuses limites et fait face à de nombreux enjeux. Tout d'abord, l'enjeu démographique avec le vieillissement de la population. On rappelle qu'à l'horizon 2030, 12% de la population aura plus de 75 ans. Un enjeu épidémiologique aussi, avec l'augmentation des maladies chroniques. Un enjeu économique, avec l'objectif constant de réduction des dépenses de santé. Un enjeu technique, avec des évolutions plus radicales et rapides que jamais. On citera la big data, les progrès médicaux. Et enfin, un enjeu sociétal, avec des inégalités sociales et territoriales qui demeurent. Le système de santé français est aussi remis en cause depuis de nombreuses années, secoué par différentes crises. On se rappelle de la crise du financement des hôpitaux, la crise des urgences, d'où l'intérêt politique, finalement, d'une réforme globale aux yeux des citoyens pour lui redonner un semblant de légitimité. Toutefois, cette énième réforme du système de santé permettra-t-elle de révolutionner notre système de santé ou bien ne sera-t-elle que cosmétique ? Ces moyens seront-ils adaptés aux nouveaux enjeux du monde de la santé ? Et combien faudra-t-il de temps ou faudra-t-il attendre pour en voir les effets et quelles en sont les conditions de réussite ? Alors on verra avec Christophe dans une première partie que notre système de santé fait l'objet de critiques récurrentes pour voir dans une seconde partie en quoi la réforme du système de santé se veut aujourd'hui structurelle. Merci Sarah. Donc dans un premier temps, nous allons, comme Sarah vient de l'indiquer, aborder les critiques qui sont faites à l'égard de notre système de santé. Nous nous focalisons sur les critiques, donc le tableau peut apparaître bien noir. Il ne faut pas oublier derrière que notre système de santé est quand même l'un des plus performants au monde. Voilà. Donc première série de critiques qui sont faites à l'encontre de notre système, c'est que c'est un système qui a de plus en plus de mal à répondre aux attentes d'abord des patients et ensuite des professionnels de santé. Donc, comme on le sait, pardon, je passais un peu vite, j'ai l'impression qu'il y a une diapo qui manque ici, oui. Donc, comme on le sait, le numerus clausus, depuis le début des années 1970 jusqu'au début des années 1990, a régulièrement baissé pour passer de environ 8500 à 3500, ce qui crée une pénurie de médecins, et ce jusqu'à l'horizon 2025. Qu'on s'entende bien, notre système de santé, globalement, ne manque pas de médecins, comme on le voit ici sur cette carte, mais on a localement, dans certains territoires, des déserts médicaux qui se développent, et aussi par spécialité médicale, comme c'est indiqué également au tableau, notamment dans les domaines de l'ophtalmologie, de la gynécologie, etc. On a un manque de professionnels de santé. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, pratiquement la moitié des professionnels de santé ont plus de 60 ans. Par ailleurs, ce qui ne facilite pas les choses, c'est que les nouveaux médecins qui arrivent ne veulent plus travailler comme leurs aînés, ne veulent plus en tout cas travailler autant que leurs aînés, et préfèrent une pratique non plus seule, mais en groupe de la médecine. Alors, bien évidemment, ça a des conséquences pour les patients. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de se rendre chez son médecin sans avoir pris préalablement rendez-vous. On a des files d'attente qui ont tendance à augmenter. Et à cette difficulté d'accès géographique aux soins, on a aussi de plus en plus, on constate des difficultés d'accès, d'un accès financier aux soins. D'où des renoncements importants aux soins, des renoncements
temps, et en parallèle, on voit aussi monter un phénomène d'automédication qui est source de iatrogénie médicamenteuse. Alors notre système est aussi un système historiquement marqué par des rigidités d'organisation. Tout d'abord, il existe un cloisonnement médecine de ville, hôpital, médico-social, mais aussi privé-public. La réforme Debré de 1958, si elle a certes rénové les hôpitaux, a aussi créé un système hospitalo-centré, avec des dépenses hospitalières représentant la moitié des dépenses de soins, comme vous pouvez voir sur ce graphique. Quant aux soins de proximité, ils ont été affaiblis par la prépondérance donc, des médecins spécialisés sur les médecins généralistes et plus globalement par les déserts médicaux, comme vous pouvez le voir sur la carte. De plus, l'engorgement des urgences hospitalières témoigne des carences de la permanence des soins de ville, mais également de l'absence d'exercice mixte des professionnels de santé. Par ailleurs, le manque de coordination hôpital-médico-social se traduit par des hospitalisations inadaptées et coûteuses pour cette patientèle si particulière, là où souvent les hospitalisations à domicile seraient davantage plus pertinentes. Enfin, il existe un cloisonnement public-privé. L'offre hospitalière en France est composée d'établissements publics ou privés à but ou non lucratif, où la logique concurrentielle empêche une réelle coordination. Deuxième point, il existe également un isolement des professionnels de santé. L'organisation des soins ambulatoires en France est en effet déterminée par la libre installation des professionnels depuis la Charte de médecine libérale de 1927. La moitié des médecins généralistes n'exercent pas en cabinet de groupe, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. De plus, ils intègrent peu les paramédicaux et sont rarement multidisciplinaires. Or, la population vieillissante et la chronicisation des maladies nécessitent d'autant plus des soins de proximité de qualité. Enfin, troisième point, il existe des outils de coordination, certes, mais qui sont à améliorer. Concernant tout d'abord les soins dans les établissements, les groupements hospitaliers de territoire sont créés pour faire coopérer les établissements publics de santé d'un territoire, mais ils omettent les énergies avec les acteurs privés de santé. Concernant cette fois-ci les soins de ville, les communautés territoriales des professionnels de santé, associant donc les professionnels de santé, acteurs sociaux et médico-sociaux d'un territoire sur la base d'un projet de santé, sont critiquées par le rapport IGAS notamment de septembre 2018, qui souligne notamment de nombreuses limites. Parmi elles, le manque de pilotage national, la faible aide financière régionale et finalement le manque de soutien des ARS dans leur émergence. Il existe aussi et enfin une concurrence possible avec les PTA, qui sont les plateformes territoriales d'appui. Ce sont des plateformes de gestion de services de la complexité qui ont bénéficié, elles, d'un meilleur outillage réglementaire et d'un meilleur suivi, notamment par la DGOS. Le risque aujourd'hui est qu'elles jouent le rôle des CTPS. Merci Sarah. Donc à ces difficultés liées à la réponse aux besoins et à des difficultés d'ordre organisationnel s'ajoutent des tensions de plus en plus fortes, des tensions financières sur notre système de soins. Premier point concernant ces tensions financières, les affections de longue durée. Donc on constate aujourd'hui que les personnes souffrant de pathologies chroniques sont de plus en plus nombreuses, sachant que les affections de longue durée sont prises en charge à 100% par notre système de santé. Donc, avec le vieillissement de la population, alors c'est très positif parce que notre système de santé, encore une fois, permet l'allongement de la durée de la vie. C'est un indicateur de santé globale de la population très important. Il n'empêche qu'avec ça, on a une augmentation des affections de longue durée. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, environ 17% des personnes affiliées au régime général sont en affection de longue durée et représentent environ 2/3 des dépenses de santé, ce qui est conséquent, ce qui est même très conséquent. Et avec le vieillissement, ce poids financier, ces tensions financières vont aller croissantes. Donc, les innovations en santé permettent de mieux prendre en charge la maladie et notamment les pathologies chroniques. Il n'empêche que ces innovations
coûtent cher et sont un poids financier supplémentaire. On rajoute aux tensions. Ici, nous vous avons donné quelques exemples en matière d'innovation thérapeutique, notamment dans le cancer. Par exemple, si on prend le traitement pour le traitement du mélanome, l'industrie pharmaceutique, enfin Merck vient de mettre sur le marché un médicament qui coûte 100 000 euros par patient pour un traitement. Voilà. Donc à ça s'ajoute en plus un paradoxe, c'est que beaucoup de soins ne sont pas pertinents, sont repérés comme n'étant pas pertinents. Qu'est-ce qu'on entend par soins non pertinents? C'est des actes qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas justifiés. Ce sont aussi des prescriptions qui sont redondantes. Ce sont des parcours de soins qui sont mal organisés. Pour vous donner une idée un peu de l'ampleur du phénomène, le collectif interassociatif sur la santé, donc qui représente les patients, a estimé, donc attention, il s'agit d'une estimation, mais tout de même, les soins non pertinents représenteraient à peu près un tiers de nos dépenses de santé, donc ce qui pèserait relativement lourd. Il n'empêche que des cartes viennent d'être dressées. Vous en avez ici quelques exemples, et ce qu'on voit sur ces cartes, c'est que suivant les départements, par exemple pour les césariennes, en haut à gauche de la diapo, on a des disparités très très importantes entre départements. Donc déjà, si on respectait davantage les recommandations de la Haute Autorité de Santé, là, il y a en la matière des gains d'efficience et des sources d'économie relativement importantes. Alors, dans une seconde partie, nous allons maintenant voir en quoi la réforme du système de santé se veut structurelle. Alors, le plan s'inscrit plus généralement dans le cadre de la stratégie nationale de santé 2018-2022 et s'inscrit en parallèle du plan Grand Âge 2020. Il s'articule globalement autour de 3 axes: regagner du temps médical et soignant, une meilleure coordination des acteurs pour fluidifier les parcours et améliorer la qualité et la pertinence des soins. Le gouvernement parie ainsi sur une combinaison des mesures et un calendrier serré pour provoquer un Big Bang du monde de la santé. Tout d'abord, l'objectif de moderniser le modèle de financement du système de santé actuel et de repenser la logique de rémunération des professionnels de santé. Avec un premier objectif, c'est faire évoluer le modèle de financement du système de santé pour passer d'un financement à l'activité à un financement axé sur le parcours de soins. Le financement T2A est un outil aujourd'hui technique de répartition de l'enveloppe budgétaire, mais a encouragé en fait une notion de performance économique au détriment de la pertinence des soins. L'objectif est de passer aujourd'hui à un financement au forfait pour les pathologies chroniques, ce sera le diabète dès 2019 ainsi que l'insuffisance rénale, pour inciter les acteurs de santé à développer la prévention et la gradation des soins. Par ailleurs, une incitation financière pour financer donc la qualité des établissements hospitaliers est prévue avec une enveloppe de 300 millions d'euros contre 60 millions aujourd'hui et sera attribuée sur la base d'une dizaine d'indicateurs. En 2019, elle s'appliquera aux établissements de santé et en 2022, elle s'appliquera aux soins de ville, EHPAD et psychiatrie. Le deuxième élément ou la deuxième mesure est de penser à de simples indicateurs de processus, à la systématisation des indicateurs de qualité pour rémunérer les professionnels de santé à la qualité. En préalable, en effet, au mode de paiement à la qualité, il est impératif de construire des instruments de mesure en fait, de la qualité des soins. C'est pourquoi développer et systématiser le recours aux indicateurs de qualité clinique et d'expérience des patients est crucial. Au-delà des indicateurs de sécurité, comme le taux de réhospitalisation, on intégrerait des indicateurs d'expérience, comme la qualité de vie, enfin mesurer la qualité de vie pour une maladie chronique, par exemple. Merci. Autre bloc de réformes importantes dans ce plan Ma Santé 2022. Ce bloc de réforme a trait à la carte hospitalière, à l'organisation graduée des soins hospitaliers, comme cela est schématisé ici au tableau, avec un premier niveau que sont les hôpitaux de proximité. Le gouvernement prévoit dans ce plan la création de 500 à 600, ou la labellisation plus
exactement, de 500 à 600 hôpitaux à l'horizon 2022, hôpitaux de proximité qui seront en relation, qui ont vocation à être en relation étroite avec les soins de ville, avec les maisons de santé pluridisciplinaires, avec les CPTS dont on vient de parler, et qui offriront de la médecine polyvalente, qui offriront des soins aussi en gériatrie, des soins de suite et de réadaptation, qui prendront également en charge les pathologies chroniques fréquentes telles que le diabète, qui seront ouverts aussi, ça c'est un point qui nous semble important, aux médecins de ville qui pourront accéder notamment à des plateaux techniques pour de l'imagerie, de la biologie ou des examens exploratoires, et ces hôpitaux de proximité auront aussi des équipes de soins mobiles. Un second étage serait constitué donc des hôpitaux spécialisés, spécialisés notamment dans les actes de chirurgie et en matière de maternité par exemple. Et enfin, troisième niveau, les hôpitaux ultra spécialisés tels que les CHU qui disposeront ou seront concentrés des plateaux techniques de pointe pour prendre en charge par exemple les greffes ou les maladies rares. Alors il va en soi que la modification de la carte hospitalière ne se fait pas sans réforme, on n'en est pas la première, et elle passera notamment ici par une réforme du régime des autorisations des activités de soins. Mais pas seulement. Alors un autre axe de la réforme, c'est l'axe d'organiser donc la modernisation donc des moyens de fonctionnement, à la fois humains et technologiques. Alors concernant tout d'abord la réforme managériale et des ressources humaines, il est prévu de créer un statut unique des praticiens hospitaliers et de supprimer son concours. Alors cela en vue de faciliter en fait l'entrée dans la carrière, diversifier les missions et les parcours professionnels, et aussi développer l'exercice mixte qui n'est pas assez marqué aujourd'hui. Une autre des mesures est celle de créer un contrat unique pour l'emploi contractuel, afin cette fois-ci de fluidifier le recrutement et de limiter le recours aux médecins intérimaires. Un soutien-financement au développement de 4000 assistants médicaux est aussi prévu, afin de dégager du temps médical. Quant à la promotion d'un management centré sur le collectif au sein des équipes hospitalières, c'est aussi une mesure phare afin d'accroître notamment la collégialité et la participation donc, des médecins à la gouvernance hospitalière en élargissant les projets d'amélioration de la qualité de service pourront faire l'objet d'un intéressement donc, financier. Enfin, le dernier point, c'est l'élargissement donc, des compétences de la commission médicale d'établissement et leur inscription donc, à l'échelle des GHT, afin d'accroître la collégialité et la participation donc, des médecins à la gouvernance hospitalière, en élargissant donc, les compétences de la CME sur la formation médicale par exemple, ou encore sur la GPEC. Deuxième point, c'est la réforme de la formation initiale donc, des professionnels de santé avec la fin, comme on l'a vu, du numerus clausus. Alors, plus précisément, elle s'accompagne donc de la suppression de la première année commune de médecine et de la refonte totale donc, des cycles de formation. L'objectif est bien de réorienter les jeunes, encourager les passerelles et diversifier les profils. Le système de remplacement serait le numerus apertus, où les facs sélectionneraient le nombre de carabins en fonction donc, des besoins des territoires, mais aussi des capacités d'accueil. Troisième point, c'est celui de la télémédecine et du virage numérique, qui sont des leviers très importants. En effet, la télémédecine représente une solution pertinente dans la résolution de défis tels que les déserts médicaux. De nombreux avantages sont ici présentés, certes, mais cette mise en place de la télémédecine est aussi porteur de risques, et des conditions de réussite existent, comme l'adhésion notamment de tous les acteurs à cette nouvelle pratique. Plus généralement, l'objectif est bien d'accélérer le virage numérique pour permettre en 2022 l'accès pour chaque patient à son dossier numérique de santé. Les comptes Amélie et la généralisation du DMP en sont d'ailleurs la préfiguration. Cet espace permettra l'accès à ces données médicales personnalisées et à une offre de services complète. Merci. Donc pour conclure, est-ce
qu'il s'agit là d'une véritable réforme structurelle dans laquelle nous embarque Ma Santé 2022, ou s'agit-il plutôt d'une énième réforme? Donc force est de constater que ce plan a pour lui des points très positifs, comme le fait qu'elle repose sur une consultation nationale, une consultation large auprès des représentants des patients, auprès des représentants aussi des professionnels de santé, en ville, à l'hôpital, public, privé, une enveloppe budgétaire de 3,4 milliards d'euros à l'horizon 2022 est dégagée spécifiquement pour la mise en œuvre de ce plan qui comporte 54 mesures. Ce ne sont pas des mesurettes comme nous venons de vous le présenter. Il s'agit vraiment de mesures structurelles qui s'attaquent de nouveau à l'organisation des soins. L'ensemble de ces mesures devant faire levier pour justement que cette réforme permette de répondre véritablement aux nouveaux besoins des patients, aux attentes aussi des professionnels de santé. Ceci dit, ce plan pose quand même un certain nombre de questions qui nous laissent un peu dubitatifs sur effectivement l'atteinte réelle des objectifs qui sont fixés. Donc d'abord, qui là, le plan ne nous dit pas grand-chose sur qui concrètement va mettre ça en œuvre dans un contexte, nous le savons bien, qui est quand même sujet à certaines tensions en termes de gouvernance, que ce soit au niveau national ou au niveau local. On en a parlé, on en reparlera, je ne m'étends pas davantage là-dessus. Avec quels moyens? Alors oui, 3,5 milliards d'euros, ça peut paraître dans l'absolu important. Il n'empêche que pour la seule année 2019, c'est 400 millions d'euros qui seront dégagés. 400 millions d'euros, ça ne représente que la moitié des efforts qui vont, pour cette même année, être demandés aux hôpitaux. Et si les dépenses de santé continuent à croître au rythme auquel elles ont cru en 2018, pour pouvoir atteindre l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, en 2019, c'est environ 3,8 milliards d'euros d'économies qu'il va falloir trouver. Voilà. Donc des éléments qui nous font dire que finalement 3,4 milliards d'euros à l'horizon 2020, c'est peut-être un peu restrictif, surtout au regard du nombre de réformes et de l'ampleur de ces réformes qui sont attendues. Et puis comment les CPTS, par exemple, c'est pas quelque chose de nouveau. La Cour des comptes, dans son rapport, en a identifié 200 et quand même assez critique sur le fonctionnement de ces CPTS. Elle conclut plutôt au fait que ça fonctionne pas vraiment. Donc on en attend quand même 1000 à l'horizon 2022. Ça nous semble là aussi peut-être un peu beaucoup. Quant à la carte hospitalière, on voit mal par rapport aux réformes cette nouvelle version des GHT, comment cette nouvelle version des GHT va permettre de modifier la carte hospitalière qui est quand même marquée par des gros hôpitaux, les CHU, puis par une concurrence entre le public et le privé. Enfin, on notera qu'il n'est rien dit dans ce plan sur nos systèmes d'information. Or, c'est un vrai sujet. On voit par exemple le temps qu'il leur a fallu pour mettre en place le dossier médical partagé. Ça n'a pas été négligeable. Et encore, il reste à connecter les systèmes d'information en ville et les systèmes d'information à l'hôpital et aussi avec les pharmacies. Il reste beaucoup de travail. Rien non plus sur l'innovation thérapeutique. Or, il y aurait peut-être des marges de manœuvre, notamment quand on compare les coûts de recherche et développement et les prix auxquels de nouveaux médicaments sont mis sur le marché. Voilà, les critiques qui nous font un peu douter de l'atteinte des objectifs qui sont avancés à l'horizon 2022 par ce plan santé. Merci de votre attention et puis nous sommes ouverts bien évidemment à vos questions.